Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé mardi une loi référendaire qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Ce mercredi, la coalition d'opposition C64 a, je cite, donné rendez-vous au peuple congolais le 15 août prochain. Le point en début d'édition. L'Algérie a élu mardi Khalida Boukdech à la présidence de l'Assemblée nationale. Âgée de 44 ans, la députée d'Alger devient ainsi la première femme à la tête du perchoir et le quatrième personnage de l'État algérien. Et puis il y a 35 ans, le Mali se réunissait en conférence nationale en 15 jours, une constitution des partis politiques, une promesse démocratique admirée sur tout le continent. Le sociologue Mohamed Amara est notre invité. On reviendra avec lui sur les tenants et les aboutissants de cette conférence nationale. Et on ouvre ce journal en République démocratique du Congo où la coalition d'opposition C64 vient de s'exprimer pour vivement critiquer la Cour constitutionnelle tout en donnant rendez-vous au peuple congolais le 15 août prochain. Une prise de parole qui intervient au lendemain de la validation par la Cour constitutionnelle de la loi référendaire qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat au président Félix Tshisekedi. Le récit de Laurent Bersécher. Des milliers de personnes descendent dans les rues de Bukavu pour manifester contre une proposition de loi référendaire qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Il n'y a ni besoin, ni opportunité, ni nécessité de procéder à une modification de la Constitution à ce stade. Le projet de loi permettrait au président de la République de modifier la Constitution en cas de dysfonctionnement majeur des institutions. Il lui faudrait pour cela convoquer une assemblée constituante, puis faire valider la décision par référendum populaire. Et si le texte ne fait aucune mention directe du mandat présidentiel, il pourrait techniquement permettre à Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Adopté mi-juin par le Parlement à majorité présidentielle, le projet de loi a été validé mardi par la Cour constitutionnelle, malgré les réserves de l'opposition. Dans la capitale, Kinshasa, plusieurs habitants lui ont exprimé leur soutien. La loi référendaire est vraiment importante pour notre pays. Vu la situation politique du moment, les conditions dans lesquelles notre pays se retrouve, nous avons beaucoup à faire et nous avons des choses à remuer et à réajuster. Arrivé au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi arrivera au terme de son deuxième mandat, fin 2028. Lors d'une rare conférence de presse en mai, il avait assuré ne pas solliciter de troisième mandat, tout en affirmant qu'il accepterait de prolonger sa présidence si le peuple le demandait. C'est un tournant historique pour le plus vieux contentieux d'Afrique centrale. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont paraphé ce mardi à Addis Abeba un accord sur les îles disputées de Mbiamné, Cocotier et Konga, 14 mois après l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a reconnu la souveraineté de Malabo. Les deux pays s'engagent à tourner la page. Ismaël Oubiangzé à Libreville. Plusieurs rencontres bilatérales et la nomination d'un envoyé spécial de l'Union africaine ont permis de lever les derniers points de friction entre le Gabon et la Guinée équatoriale sur l'île Mbanié. À Libreville, la nouvelle suscite résignation et espoir. Si cet accord garantit la paix et évite un conflit, c'est peut-être le prix à payer, confient certains. Mais pour d'autres, cette signature ressemble beaucoup plus à une capitulation diplomatique, une critique anticipée par le président Oligui Nguema qui, devant le Parlement réuni à Congrès, avait appelé à appliquer l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'intérêt supérieur des deux peuples. Une position saluée par l'Union africaine. Dans une réaction officielle et depuis Addis Abeba, le président de la Cour constitutionnelle gabonaise a déclaré que l'accord réaffirme la détermination des deux États dans un climat de confiance à mettre en œuvre le rendu de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 19 mai 2025. Pour de nombreux observateurs, l'accord d'Addis Abeba ouvre la voie à une réconciliation frontalière durable. Reste à concrétiser cette feuille de route sur le terrain.
On s'arrête en Algérie qui vient d'élire pour la première fois de son histoire une femme à la tête de l'Assemblée populaire nationale. Son nom, Khalida Boufdech, qui a été reçue ce mercredi par le président Abdelmajid Tebboune. Âgée de 44 ans, la députée d'Alger, issue du FLN, le parti historique, devient ainsi le 4e personnage de l'État algérien. Le récit de Marion Meyer. C'est une première historique. Khalida Boufdech, première femme à accéder au perchoir. Médecin allergologue de formation et députée d'Alger, elle est issue du parti au pouvoir, le FLN, le Front de Libération Nationale. Avec 302 voix sur 405, elle est élue largement face à 2 autres candidats masculins. Vous m'avez fait l'honneur de me confier la présidence de cette prestigieuse institution constitutionnelle, présidée par une femme pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie. Cet événement constitue un tournant majeur dans le parcours de notre pays. Pourtant, dans cet hémicycle, les femmes sont de moins en moins présentes. 25 ont été élues lors de cette législature, à peine 6% des sièges. En 2021 déjà, leur nombre avait nettement reculé, 38 femmes élues à l'Assemblée populaire nationale contre 118 en 2017. Cette différence s'explique par une réforme du système électoral en 2021. Le régime des quotas, instauré 10 ans plus tôt, est abandonné. Désormais, la parité est exigée dans les listes électorales, mais rien ne garantit l'élection des femmes candidates, alors qu'en Algérie, elles représentent 49% de la population. Allez, on ouvre une page d'histoire. Le 29 juillet 1991, soit il y a 35 ans après des décennies sous la dictature de Moussa Traoré, le Mali se réunissait en conférence nationale en 15 jours. Une constitution, un multipartisme et une promesse démocratique saluée dans tout le continent. 35 ans plus tard, les partis sont dissous, les opposants emprisonnés. Pour en parler, j'accueille le sociologue malien Mohamed Amara. Bonsoir, monsieur Amara, et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je le disais, le 29 juillet 1991, le Mali se retrouve réuni autour d'une conférence nationale. Dans quel état était le pays à ce moment-là, politiquement, socialement, après des décennies sous la dictature de Moussa Traoré? Bonsoir, monsieur Khalilou. L'état dans lequel était le Mali, c'était l'état avant, en tout cas, les mouvements démocratiques des années 90, c'était un état, on va dire, de dictature, de dérive totalitaire du pouvoir de Moussa Traoré, et qui, quelque part, a été un régime incubateur de tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire les luttes sociales, les révoltes politiques, sociales et culturelles pour un changement de régime afin que les Maliens vivent mieux dans un État démocratique, même si tout le monde n'a pas la même définition de la démocratie, mais dans un pays où il y a une pluralité démocratique, dans un pays où chaque Malien a son dû en termes de justice, en termes d'éducation, en termes de santé, mais aussi en termes de développement. Alors, cette conférence a accouché en 15 jours, je le disais, d'une constitution, d'un code électoral, d'une charte des partis politiques. C'était une révolution juridique pour le Mali. Comment s'est-elle construite aussi vite en 15 jours? Les luttes antérieures, c'est-à-dire le mouvement démocratique on connaît le summum, ça a été le 26 mars 91 où il y a eu ce qu'on appelle le vendredi noir. Tout cela a permis de transformer les consciences collectives, je dis bien les consciences collectives maliennes, en tout cas a permis de préparer une prédisposition des acteurs politiques, syndicalistes, associatifs et j'en passe, maliens, pour anticiper sur les désaccords, sur les possibilités de construire un nouveau Mali, celui encore de la démocratie, celui encore du changement. Et c'est ce qui explique en partie cette perspicacité dans la possibilité d'aboutir en tout cas à une constitution rapidement, ce qui n'était pas le cas dans certains pays au même moment. Et Amadou Toumani Touré, qui présidait cette conférence, c'est un militaire qui venait de renverser Moussa Traoré. Comment des démocrates ont-ils pu faire confiance à un putschiste pour conduire cette transition à l'époque?
Vous savez, dans l'imaginaire populaire malien, Amadou Toumani Touré, alias ATT, c'est le soldat de la démocratie malienne. Donc, il avait un capital sympathique important au sein de la population malienne parce qu'il a osé accepter la dérive du régime de Moussa Traoré. Et donc, c'est ce qui a facilité son acceptation vis-à-vis de la population, mais aussi de toutes les actions qu'il a posées en termes de réforme institutionnelle, bien évidemment. Et je tiens à rappeler l'importance de ces moments fondateurs qui font partie peut-être des mythes fondateurs du Mali, s'il y en a au sens républicain du terme, res publica, la chose publique, si vous voulez. Et c'était ça. Amadou Toumani Touré, il incarnait cet esprit de changement, cet esprit libre. Et 34 ans plus tard, le pouvoir militaire dissout les partis politiques et met fin au multipartisme né en 1991. Comment qualifiez-vous ce moment? C'est une régression ou une rupture historique? Vous savez, l'histoire, c'est comme la mousson. Donc, il y a des moments où ça vient, ça fait des dégâts, et puis il y a des moments où elle permet de se reconstruire. On est aujourd'hui dans ce contexte-là, qui est un contexte narco-terroriste, qui est un contexte géopolitique assez tendu, et qui en partie donne à comprendre et à voir de ce qui se passe avec le pouvoir de transition depuis, on va dire, 2020, pour être précis, 2021. Donc, c'est ce qui explique ces différentes ruptures, qu'il s'agisse de la dissolution des partis politiques ou d'autres organisations associatives à caractère politique, qui, quelque part, vient aussi diverger avec ce moment fondateur, ce moment historique des années 90 que vous avez rappelé, et qui, quelque part, mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu plus pour comprendre ces dynamiques sociopolitiques au Mali et dans la région. Et ce sera ma dernière question très rapidement. Est-ce que les pères de la démocratie malienne de 1991 ont pu commettre des erreurs qui ont rendu possible ce retour en arrière? Probablement, les historiens sauraient mieux répondre à la question, mais d'un point de vue sociologique, je dirais même objectivement, il n'y a pas un peuple qui, à travers l'histoire, à travers son passé, ne commet pas des impairs, des erreurs, si vous voulez. Mais si on fait la bascule entre ce qu'on peut qualifier d'erreur et ce qu'on peut qualifier d'effet positif à tirer pour aller de l'avant, la balance se pencherait beaucoup plus des effets positifs, des pères fondateurs de la démocratie malienne. La démocratie, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, je le disais au tout début, mais un pays démocratique, c'est un pays qu'on loue, et cela ne signifie pas qu'on est tous d'accord, et c'est ça aussi la force de la démocratie, c'est-à-dire sa capacité à laisser la place à l'ensemble des acteurs pour dire ce qu'ils pensent d'un sujet sans craindre. Et puis, c'est ce qui permet aussi de compter dans le concert des nations d'une façon ou d'une autre, porter sa voix un peu plus loin que là où on est. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mohamed Amara. Je rappelle que vous êtes sociologue malien. Merci de nous avoir éclairé sur cette page importante de l'histoire du Mali. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués. France 24, on est ici, on est là. Et là, pour vous informer. Les portes s'ouvrent. C'est quand même incroyable comment ils sont faits. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous.
comme si tu es dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24. Retrouvez la météo avec EFI. Isolation, pompe à chaleur, climatisation, tout pour garder votre maison fraîche et confortable en toute saison. Vivez mieux votre été avec EFI.